Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga Akor. Dernière parution. Yao Edmond Kwasi, Habermas et la solidarité en Afrique, 2010. Abdoulaye Kane, Tontine, Caisse de solidarité et banquier ambulant, 2010. Essai à Mouzou, Le développement de l'Afrique à l'épreuve des réalités mystiques et de la sorcellerie, 2010. Régine Levrat, Culture commerciale et développement rural. L'exemple du coton au Nord Cameroun depuis 1950, 2010. Nguema Min Kao Gabon, L'unité nationale ou la rancune comme mode de gouvernance, 2010. Sébastien Dossa SOTINDJO, Cotonou, L'explosion d'une capitale économique, 1945 à 1985, 2009. Divine KAMENUMEY, Le mouvement de la réunification des E accent aigu WE accent aigu, 2009. Gaston Jonas KOUVIBIDILA, La fuite des cerveaux africains, 2009. Essai à Mouzou, L'Afrique 50 ans après les indépendances, 2009. Solène Lardou, Le mariage au Mali. Témoignage, 2009. Gisèle Fotso, L'enseignement de l'arabe au Cameroun, 2009. Jean-Emmet NODEM, Vente de médicaments à la sauvette à l'Ouest Cameroun, 2009. Alexei Jones, L'institutionnalisation de la participation de la société civile dans les politiques de développement, 2009. Elie SADIGH, Afrique, le continent pillé. Atout handicap, perspectives et propositions, 2009. Dr GUIBLEHON Boni, Neveu et esclave dans les rites funéraires chez les Way et les Annie Bona de Côte d'Ivoire, 2009. Stéphane Scrive, La crise de la démocratie en Afrique, 2009. Henriette Manga NDJIE Banzi Mebala, Les pygmées face à l'école et à l'État, 2009. Serge Armel ATTENOUKON, L'Afrique, poubelle de l'Occident? La gestion des déchets dangereux, 2009. Cédric ONDAYE, Comprendre les enjeux bancaires en Afrique centrale, 2009. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Monsieur Yvon Bouge, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, chargé de la coopération, qui, en nous donnant accès à sa documentation personnelle, nous a permis de mener à bien ce travail. PREFACE. Il y a bientôt 10 ans que, se ralliant au grand dessein du général de Gaulle, la France offrait leur émancipation complète à ses anciens territoires d'Afrique et de Madagascar. Depuis lors, de nombreux auteurs ont raconté la décolonisation et décrit la situation qui s'en est suivie dans ces jeunes États. Ils l'ont fait plus spécialement sous l'angle politique ou économique, parfois même sous celui de ta petite histoire. Ces points de vue présentaient certes un vif intérêt, mais il restait à envisager l'événement sous l'angle juridique, c'est-à-dire à montrer ce que fut sur le plan des institutions, la résonance du comportement des hommes. Monsieur Joachim de Dreux-Brézé vient d'y pourvoir en prenant le cas particulier, mais exemplaire, des États d'Afrique centrale, et le titre qu'il a donné à sa thèse, s'il était pris à la lettre, ne reflèterait qu'incomplètement l'ampleur de son propos. En effet, il ne s'est pas contenté de considérer en elle-même les tentatives, relativement récentes, de regroupement entre États équatoriaux. Il les a situées dans le milieu géographique, physique et humain où elles étaient entreprises. Il a retracé révolution politique, longue d'un siècle, à laquelle elle faisait suite. Enfin, il a montré comment la gestation des organismes communs au groupe avait été conditionnée par les institutions particulières à chacun des États, elles-mêmes déterminées, dans une large mesure, par les orientations constitutionnelles de l'ancienne métropole. La Constitution de 1946 a joué à cet égard un rôle décisif. Elle reposait sur un compromis, générateur d'une contradiction fondamentale entre les partisans de l'intégration et ceux d'une évolution inverse des territoires d'outre-mer. Elle consacrait d'abord le principe de l'indivisibilité de la République, puis elle faisait à ces territoires un sort à part et leur donnait un statut où l'on pouvait s'attendre à les voir affirmer leur personnalité propre. Cependant,
Les constituants considéraient sans doute que l'unité politique nécessaire à une évolution harmonieuse de ces parcelles ultramarines de la France était suffisamment assurée par le fait qu'elles étaient représentées au Parlement et à l'Assemblée de l'Union française. Ils ne prévoyaient donc pas d'assemblée de groupes élus au suffrage universel et du même coup, réduisaient la vocation des grands conseils à une gestion d'intérêts économiques et financiers communs. Monsieur de Drebrézé le marque. Mais faut-il en incriminer l'Assemblée constituante de 1946 ? N'était-elle pas fondée à considérer que les distances, la diversité des populations et les divergences d'intérêts interdisaient non seulement une administration, mais davantage encore une représentation proprement politique des citoyens à l'échelle des groupes de territoire ? Comme le relate Monsieur de Drebrézé, les colonies françaises d'Afrique équatoriale ont été réunifiées de 1934 à 1937, et l'on s'est aperçu rapidement que cette réforme ne répondait pas aux conditions géographiques et humaines de cette zone immense, surtout à cette époque où les moyens de communication n'étaient pas aussi développés et rapides qu'aujourd'hui. Le gouverneur général Renard, qui venait alors de prendre en main l'administration de l'AEF, était conscient de cette difficulté, qu'il pensait résoudre par l'usage d'un avion trimoteur, ainsi qu'il l'annonçait en décembre 1934. Il est dans mes intentions, disait-il, d'utiliser fréquemment comme moyen de transport l'avion qui me donnera la possibilité de me rendre fréquemment dans les départements, d'y prendre contact avec la population et à la lumière des constatations faites sur place, d'adapter constamment mon action aux exigences de la réalité. Peu de temps après, ce grand commis de l'État devait d'ailleurs périr dans l'avion dont il attendait tant. S'il avait vécu, il aurait sans nul doute constaté qu'il n'avait cependant pas les moyens de la politique de décentralisation qu'il escomptait mettre en œuvre. En tout état de cause, lorsque fut élaborée la loi-cadre de 1956, le gouvernement et le Parlement se trouvèrent devant des entités territoriales qui s'étaient entre-temps affirmées. Ils ne pouvaient qu'en tenir compte. Ce n'est que dans le cadre du territoire que les populations avaient commencé de vivre solidairement. L'ignorer et n'accéder aux aspirations des citoyens africains à une autonomie accrue qu'à l'échelon du groupe, aurait alors abouti à vider cette grande réforme de son contenu psychologique. A fortiori en 1958, la Ve République était liée par cet aspect des choses. Dans cette période si agitée et au moment d'une mutation si brusque et si profonde pour l'Afrique et la France, proposer l'indépendance dans le cadre fédéral, où jusqu'alors aucune vie politique réelle n'avait pris naissance, aurait abouti à introduire dans une situation complexe un nouvel élément de trouble. En tout cas, et M. de Drebrézé l'a justement noté, nombre d'Africains, et certainement les responsables, auraient considéré qu'une telle procédure ne permettait pas l'exercice réel des droits nouvellement reconnus. Si tant est que ne soient pas vaines ces considérations rétrospectives, il valait mieux par conséquent que les membres du groupe décidassent en pleine liberté de rester ensemble, autant que possible dans une fédération politique, à défaut dans un club où seraient gérés certains grands intérêts communs. C'est la seconde formule qui a prévalu, après des tractations, des affrontements personnels et des péripéties dont M. de Drebrézé retrace assez justement l'imbroglio. Il n'est pas sûr qu'en limitant ainsi, et pour le moment, le champ de leur regroupement, ces jeunes États n'aient pas agi sagement. Depuis lors, nous avons vu avec quelle déconcertante rapidité se sont dissous en Afrique de vastes ensembles et la plupart des fédérations. Il n'en reste pas moins que dans leur intérêt vital, les nations francophones d'Afrique centrale, aussi bien d'ailleurs que celles d'Afrique occidentale, doivent chercher sans cesse, non seulement à préserver leurs organisations communes, mais encore à les étendre et à les renforcer. Les expériences faites en Afrique centrale, jusqu'à la création de l'UDEAC, sont intéressantes à tous égards, et l'on doit remercier M. de Drebrézé de s'être attaché à en rechercher les éléments et à en tracer les données. Nul doute que les dirigeants des jeunes nations africaines et tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique y trouveront une documentation intéressante, des considérations encourageantes et des perspectives fécondes. Yvon Bourges, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, chargé de la coopération. Introduction. Des 5 continents, l'Afrique est celui dont la carte politique est la plus morcelée. Il apparaît comme une mosaïque de pays aux frontières tracées généralement par les anciens colonisateurs dont 39 sont des États indépendants,
et 15 des territoires, provinces, ou enclaves qui dépendent encore du Portugal, de l'Espagne, de la Grande-Bretagne et de la France. Ainsi, au sud de l'Afrique blanche arabe, la décolonisation a pratiquement abouti à une véritable balkanisation du continent noir. Devant ce phénomène, deux questions se posent. Était-il fatal? Peut-il y être remédié? Pour répondre à la première, il convient d'étudier la politique menée par le colonisateur afin de savoir comment elle a conduit à la formation d'une pluralité d'États, et se demander si cette politique était la seule possible en fonction des conditions géographiques, économiques et humaines rencontrées. Répondre à la seconde, c'est examiner les divers efforts de regroupement tentés par les nouveaux États, montrer comment et pourquoi certains ont échoué, analyser les réalisations menées à bien, juger l'importance des tentatives en cours et apprécier leurs chances de succès. Nous allons poser ces deux questions et tenter d'y répondre à propos des pays de l'ancienne Afrique équatoriale française. La fédération de l'AEF avait été créée par le colonisateur pour résoudre le problème complexe d'une implantation administrative cohérente en Afrique équatoriale. Le choix d'un cadre administratif approprié à la physionomie particulière de ces régions était difficile, et dans un discours prononcé en 1936, le gouverneur général Rest en exposait ainsi les modalités. La structure de l'AEF est donc semblable à celle de l'Afrique en général, formée d'îlots d'humanité que séparent d'immenses déserts de sable, des grands lacs, des marais, des montagnes, des centaines de milliers de kilomètres d'eaux inhabitables, limitant la zone d'action de l'homme. La population, obéissant à une loi naturelle, s'est groupée le long des fleuves et des rivières et dans les plaines fertiles d'un accès facile. Ce sont ces îlots de population qu'il faut considérer. Ce sont eux qui enferment en puissance tout l'avenir du pays. La fédération de l'AEF recouvrait en effet une contrée immense, sans unité géographique, s'étendant sur 2 054 000 km² du 5e parallèle sud au 24e parallèle nord, et dont la partie nord et la partie sud sont séparées par un rétrécissement au niveau de l'équateur dans une zone de forêt dense et de marécages empêchant jusqu'à l'heure actuelle toute communication terrestre, la liaison étant maintenue grâce à l'axe fluvial Congo-Ubangui. 3 grands bassins hydrographiques irriguent ces régions, la cuvette tchadienne, le bassin du Congo et de ses affluents Ubangui et Sanga, les fleuves côtiers du Gabon et du Congo, en particulier l'Ogooué et le Kwilu-Nyari. Les conditions climatiques présentent une grande diversité, allant du type gabonais équatorial humide jusqu'au type désertique nord-tchadien, et la grande variété des sols entraîne des zones de végétation très différentes. La population, rare et clairsemée, compte 4 875 000 habitants, soit une densité démographique de 1,9 habitants au kilomètre 2. La moitié nord du Tchad compte moins de 1 habitant pour 10 km², tandis que l'extrême est de la République centrafricaine, le centre de la forêt gabonaise et le nord du Congo ont des densités inférieures à 0,5 habitants au kilomètre 2. Par contre, certaines zones du sud du Tchad et du Congo possèdent 15 à 20 habitants au kilomètre 2. La population est également très diversifiée, des Arabes de race blanche aux pygmées de la forêt équatoriale en passant par les différents types de Soudanais et de Bantous. L'Afrique équatoriale est peuplée de très nombreuses races divisées en une multitude de tribus, sans unité de langue. Le 7e parallèle marque approximativement la séparation entre deux faciès différents. Au sud, vivent dans la forêt et sous un climat propice aux cultures humides, café, cacao, des populations dont la nourriture est à base de manioc et de bananes. Au nord, vivent dans des savanes favorables à l'élevage et sous un climat plus sec permettant la culture du coton et de l'arachide, des populations dont l'alimentation est à base de céréales, sorgho, mil. Cette brève description ne fait apparaître aucun élément d'unité semblant pouvoir justifier la création de l'ensemble administratif qu'a été l'AEF. Mais à l'intérieur même du cadre AE-Accent-Aigufien, l'existence des 4 territoires du Gabon, du Congo, de l'Ubangui-Chari et du Tchad est tout aussi difficile à motiver. Il faut noter, écrit H. Ziegler, que les unités administratives intérieures à l'AEF ne présentent chacune guère plus d'homogénéité que l'ensemble. C'est encore sous-estimer et masquer la difficulté que de considérer l'AEF comme l'association un peu arbitraire de 4 pays, dont chacun serait une donnée géographique. S'il est vrai que la division de l'AEF en ces 4 territoires apparaît comme une solution rationnelle,
Il ne s'ensuit pas que chacun d'entre eux soit complet, ni cohérent. On ne saurait reconstituer à partir d'impératifs géographiques la division en 4 territoires, devenus traditionnels, encore que leurs limites aient toujours été largement fluctuantes. Les véritables entités sont plus petites. Pays immense, sans unité géographique et à la population clairsemée, l'AEF n'était donc même pas la fédération de 4 pays voisins qu'une nationalité commune et un régime administratif identique auraient amené à se rapprocher. Elle était, selon l'expression d'H. Ziegler, une tranche bizarrement découpée d'un monde, l'Afrique noire. Elle était aussi les débris d'un immense rêve impérial. Et dans son ouvrage paru en 1946, le même auteur s'interrogeant sur l'avenir de la fédération écrivait « La survivance d'une entité politique de cette nature n'est pas exclue, mais n'est pas assurée et demeure subordonnée à bien de conditions politiques et économiques dont la réalisation simultanée demandera au moins une remarquable continuité de vue. » Il y a là un problème de l'AEF dont on peut chercher la solution dans des directions diverses. Accord des États sur le statu quo, appel au sentiment national des populations, durcissement des limites administratives, atténuation de leurs effets pratiques. Si la fédération d'AEF n'a pas survécu, c'est peut-être parce que les conditions nécessaires à son maintien n'ont pas été réalisées simultanément, comme le recommandait l'auteur que nous venons de citer. En effet, le colonisateur s'est efforcé de construire en AEF, autour de la voie fédérale Pointe-Noire-Bangui sans cesse améliorée et grâce au plan de développement alimenté par le FIDES, un ensemble économiquement intégré. À cette intégration économique correspondait une concentration administrative et financière qui donnait pratiquement au pouvoir fédéral le monopole de l'autorité dans toute l'AEF, au détriment des chefs de territoire. Mais la construction politique ébauchée dans le même temps par la France outre-mer conduisit à instituer dans chaque territoire des assemblées élues au suffrage universel et à organiser la représentation du territoire au sein des assemblées métropolitaines, ce qui eut pour conséquence de créer dans le cadre territorial, par l'intermédiaire des consultations électorales et l'implantation des partis, une vie politique qui n'existait pas au niveau de la fédération, le Grand Conseil d'AEFN', étant pas une assemblée politique mais simplement, selon l'expression employée par le ministre de la France d'Outre-mer lors d'un débat à l'Assemblée nationale constituante en 1946, le syndicat des intérêts communs des territoires à l'image des syndicats de département de la métropole, les élus africains aux prises dans leur territoire avec le service du gouvernement général se heurtaient donc à une autorité Q'. Ils ne pouvaient contrôler, et la machine administrative fédérale, au lieu de leur apparaître comme l'outil le plus efficace de la construction d'une Afrique équatoriale moderne, était considérée comme l'expression contraignante de l'ordre colonial. Sans doute cette administration fédérale n'était-elle pas exempte de tout contrôle, puisque c'était le Grand Conseil qui votait le budget du groupe. Mais sur les recettes fiscales indirectes perçues par la fédération étaient prélevées les ristournes ou subventions destinées à équilibrer les budgets des territoires, et dont la répartition ne pouvait intervenir qu'après couverture des dépenses fédérales, l'équilibre du budget du groupe étant préalable à celui des budgets locaux. Or les territoires avaient trop besoin de ces ristournes pour que les grands conseillers, élus par les assemblées territoriales, puissent se permettre de refuser à l'administration fédérale le vote de ces crédits. Ainsi, la décentralisation instituée par la Constitution de 1946 en faveur des territoires est compensée seulement par la représentation de ces territoires au sein des assemblées métropolitaines, eut pour conséquence de susciter l'hostilité des hommes politiques africains contre l'administration fédérale qui bénéficiait de larges prérogatives tout en étant pratiquement incontrôlée. Et leurs revendications en faveur d'une gestion propre de leurs affaires ne furent pas formulées contre la métropole mais contre le gouvernement général, comme le montre la motion déposée par le grand conseiller de l'Ubangui, Barthélemy Boganda, au cours de la séance du Grand Conseil d'AEF du 6 novembre 1956 et qui demandait la décentralisation totale des pouvoirs du gouvernement général au bénéfice des gouverneurs des territoires et la suppression pure et simple du gouvernement général et des services fédéraux à l'exception du commandement des troupes, de la direction de la douane, de la direction de la police, de la direction des services des communications et enfin de la justice.
Le maintien comme organe de contrôle, de coordination et d'arbitrage d'un haut-commissariat avec résidence à Paris et comportant un cabinet composé d'un technicien pour chaque branche de l'économie. Le maintien comme autre organe de liaison entre les territoires, d'un grand conseil restreint siégeant à Brazzaville. Aux yeux des Africains, l'autonomie politique future passait donc d'abord par la déconcentration administrative, et la loi-cadre de 1956 et ses décrets d'application pris en 1957 leur donnèrent satisfaction en instituant dans chaque territoire un exécutif, le Conseil de gouvernement, qui n'avait pas d'équivalent au niveau de la fédération, et en transférant au territoire une grande partie des compétences fédérales. Elle laissait en présence en AEF l'État et les territoires qui avaient donc acquis leur autonomie administrative, non pas en se détachant de la métropole mais en rejetant l'autorité fédérale. Toutefois, dans le domaine de l'économie et des échanges, l'intégration réalisée sur le plan fédéral par le pouvoir colonial ne fut pas détruite et la convention fiscale et douanière signée par les territoires d'AEF les 14 et 15 octobre 1957 préserva l'unité économique de l'Afrique équatoriale. L'idée dit l'unité politique de l'Afrique équatoriale ne se fit jour qu'au moment où les territoires d'outre-mer accédèrent à l'autonomie interne, sous la forme d'États membres de la communauté instituée par la Constitution de 1958. Et c'est précisément Barthélemy Boganda, vice-président du Conseil du gouvernement de l'Ubangui, qui fit la première tentative dans cette voie en proposant la création d'un État unitaire centrafricain qui visait, non pas au regroupement des territoires mais à leur suppression pure et simple. Il pouvait sembler étonnant de voir le président Boganda militer en faveur d'un État unitaire, après avoir combattu la concentration des pouvoirs aux mains du gouvernement général. Mais l'unité qu'il prônait n'était plus celle que l'administration coloniale avait instaurée sans la participation des responsables politiques indigènes. Il ne s'agissait plus d'une solidarité fédérale imposée, mais dit la construction d'une Afrique équatoriale unie par des Africains politiquement responsables. Cependant, le projet du président Boganda allait par trop à l'encontre de l'évolution antérieure pour être accepté par les territoires de l'AEF. La lutte menée contre l'autorité fédérale en faveur d'une déconcentration administrative, les habitudes politiques prises dans le cadre du territoire ne permettaient pas d'envisager la création en 1958 d'un État unitaire centrafricain. Il fallait tenir compte aussi du particularisme du Gabon, qui n'avait jamais accepté que de mauvaise grâce de lier son sort à ceux de ses voisins équatoriaux. Enfin, la mise en place de la communauté franco-africaine créée par la Constitution de 1958 devait donner aux liens nouveaux établis entre la France et ses anciens territoires la prééminence sur les liens à créer entre les nouvelles républiques autonomes. L'édification d'un ensemble politique en Afrique équatoriale aurait dû, pour prendre racine, être entreprise dès 1946, dans le même temps qu'étaient jetées les bases de l'unité économique haïtienne. Peut-être alors les habitudes créées par les responsabilités fédérales supportées en commun, par une vie politique commune intéressant l'AEF dans son ensemble, auraient pu aboutir, lors de l'accession à l'autonomie interne, à la création d'un cadre étatique à accent aigufien. La survivance de l'AEF était subordonnée à des conditions politiques et économiques, dont la réalisation devait être menée simultanément et de façon continue. Si dans le domaine de l'économie ces conditions ont bien été réalisées, les conditions politiques créées par la France outre-mer en 1946 ne pouvaient qu'entraîner en 1958 la naissance en Afrique équatoriale de 4 républiques autonomes. Bien que l'union politique préconisée par le président Boganda n'ait pas vu le jour, les nouvelles républiques équatoriales préservèrent cependant dans des matières importantes les anciens liens fédéraux. Elles instituèrent entre elles une organisation interétatique qui, sous l'autorité de la Conférence des premiers ministres d'Afrique équatoriale, assurait la gestion en commun des transports, des postes et télécommunications, de la recherche géologique et minière et de la radiodiffusion, à France créant en outre à Brazzaville un centre d'études supérieures ouvert aux 4 États. Enfin et surtout, dans le domaine de l'économie et des échanges, ils maintinrent et développèrent les dispositions de la Convention des 14 et 15 octobre 1957 en créant l'Union douanière équatoriale. L'accession à l'indépendance en 1960 des républiques autonomes de la communauté fut l'occasion, pour les États d'Afrique équatoriale,
de poser une nouvelle fois entre eux le problème de l'union politique. Ils réussirent à mettre sur pied une union des républiques d'Afrique centrale, de forme confédérale, qui devait hériter des compétences gérées par la communauté et leur permettre d'exercer en commun la souveraineté internationale. La charte de cette union fut signée à Fort-Lamy le 17 mai 1960 par les représentants du Congo, de la République centrafricaine et du Tchad, le Gabon ayant fait défection lorsque les experts commencèrent à donner une réalité institutionnelle aux principes auxquels il avait souscrit avec ses partenaires, lors de la conférence tenue à Bangui le 22 février 1960 par les responsables politiques des 4 États. Mais l'union politique créée à Fort-Lamy n'eut pas d'existence, les conditions dans lesquelles la République du Congo la ratifia revenant à en refuser l'application, et les 4 républiques équatoriales accédèrent séparément à la souveraineté internationale. Toutefois, le transfert des compétences gérées par la communauté entraîna la création de nouvelles institutions communes, Banque centrale, Conseil de défense et Fondation d'enseignement supérieur. L'Union des républiques d'Afrique centrale représente la dernière tentative effectuée pour assurer la survivance, sur le plan politique, de l'ancienne Afrique équatoriale française. Moins radical que celui de l'État unitaire centrafricain, ce projet fut malgré tout conçu trop tardivement pour empêcher que l'indépendance, comme l'autonomie interne, ne s'inscrivent dans le cadre des anciens territoires d'outre-mer où la vie politique avait pris son essor. La charte de l'URAC respectait cependant l'autonomie des républiques membres, tout en créant une organisation étatique capable d'exercer les attributs de la souveraineté. Elle constituait une formule originale répondant bien aux préoccupations qui étaient celles d'anciennes colonies, aspirant à l'indépendance mais craignant de n'en pouvoir supporter seul le fardeau. On peut regretter que la fragilité politique de la République du Congo dans les premiers mois de 1960, due en partie au contre-coup des événements qui se déroulaient alors sur l'autre rive du fleuve, ait empêché la réalisation de cette union qui aurait pu constituer un modèle pour les États africains désireux de se regrouper sans perdre leur propre personnalité. L'échec de l'URAC allait avoir comme conséquence de rapprocher les États de l'Union douanière équatoriale de leurs voisins communs, la République fédérale du Cameroun. Les préoccupations politiques étant passées à l'arrière-plan, c'est dans les domaines des douanes, des transports et de la coopération industrielle que ce rapprochement va se réaliser. La mise en place d'un tarif douanier extérieur commun, la construction ébauchée du chemin de fer transcamerounais dont les prolongements assureront la desserte du Tchad et de la République centrafricaine, la volonté de créer en Afrique centrale un grand ensemble économique intégré aboutirent à la signature le 8 décembre 1964 du traité instituant l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale. Entrée en vigueur le 1er janvier 1966, cette union consacre sinon l'abandon du moins l'élargissement de l'ancien cadre AE-Aiguifien, celui que le gouverneur général Bayardel avait défini comme l'ensemble des terres dont le système d'évacuation le plus rationnel comporte l'utilisation du biais navigable Ubangui-Congo et que la construction du chemin de fer Bangui-Tchad, dont le projet fut abandonné, aurait consolidé. Elle constitue la réponse actuelle au problème du regroupement des pays de l'Afrique équatoriale, longtemps réalisé autour de la voie fédérale, qui, tout en conservant son importance, devra partager avec Douala et le Transcamerounais l'attraction qu'elle exerce sur les hautes terres du Tchad et de la Centrafrique. Ainsi, parler du regroupement dans cette région de l'Afrique, c'est d'abord parler du groupement qui a existé pendant 50 ans, car c'est de la manière dont le groupe de territoire d'AEF a été constitué et administré que dépendaient ses chances de survie. C'est ensuite parler de la disparition du groupe, car c'est au moment de cette disparition que des tentatives ont été faites pour le maintenir puis le reconstituer, et parce que c'est en gardant en commun une partie de son héritage que les nouveaux États d'Afrique équatoriale ont créé les institutions qui les rendent aujourd'hui encore solidaires les uns des autres. C'est enfin parler de l'élargissement du groupe, dans la mesure où la création récente de l'Union douanière et économique, de l'Afrique centrale et les prolongements du chemin de fer transcamerounais, étendent au Cameroun la solidarité qui unit les États de l'ancienne AEF. Première partie, la colonisation française et la construction administrative et politique de l'Afrique QUATORIALE. Chapitre 1er, de l'exploration à la colonie unitaire.
à le comptoir du Gabon et la pénétration coloniale. Il est nécessaire pour mieux comprendre les développements ultérieurs de l'Afrique équatoriale, de remonter dans le temps jusqu'à la période de l'exploration et de la conquête. Cette rétrospective va nous montrer tout d'abord que de 1839 à 1888 le Gabon connut une évolution qui lui fut propre. C'est le 9 février 1839 que par un traité passé avec Boué-Willomès, un chef riverain, le roi Rapot-Chombo, concédait à la France 2 lieues de terrain de son fief. Le 18 mars 1842, un des chefs de la rive droite de l'estuaire du Gabon, le roi Louis, signait avec Boué-Willomès un autre traité qui mettait le territoire de ce chef, Atre KMS2, sous la protection et la souveraineté de la France. Jusqu'en 1843, les postes de la Côte d'Or et du Gabon furent compris dans l'organisation commune de toutes les possessions de l'AOF sous la flottante dénomination de Sénégal et Dépendance. À la suite du traité de 1842 avec le roi Louis, les comptoirs de Grand-Bassam, d'Assigny et du Gabon furent placés sous l'autorité du capitaine Boué-Willomès qui reçut le titre de commandant de la station navale des côtes d'Afrique occidentale. Jusqu'en 1854, les établissements de la Côte d'Or et du Gabon restèrent sous la dépendance générale du gouvernement du Sénégal et jusqu'en 1859 sous l'autorité supérieure du commandant de la division navale des côtes d'Afrique occidentale résidant à Gorée. À partir du 4 août 1860, l'administration des comptoirs de la Côte d'Or et du Gabon fut centralisée au Gabon. Un commissaire adjoint de la marine remplissait les fonctions administratives et judiciaires. Il s'occupait des finances de la colonie, était ordonnateur et à ce titre préparait le budget local. En 1863, un tribunal de première instance fut créé à Libreville, l'appel demeurant porté devant la cour impériale de Saint-Louis. Le 24 janvier 1881, un décret élargit les pouvoirs du commandant particulier du Gabon qui dut s'occuper plus spécialement de l'administration et du gouvernement de la colonie. Un chef de service administratif lui était adjoint, remplissant les fonctions de chef de service de l'intérieur et pouvant ainsi suffire à la double mission qui incombait aux ordonnateurs des petites colonies, en ce qui concerne le service du Trésor, le budget de l'État et le budget local. C'était le premier pas vers un service colonial autonome, susceptible de développement. Mais les explorations successives de Brazza en 1876, 1879 et 1883 élargirent peu à peu l'étendue territoriale du domaine français en Afrique centrale et une seconde phase administrative commença pour le Gabon. Il n'était plus question pour lui de poursuivre seul son développement. Un décret de 1883 réunit les territoires nouvellement acquis en un commissariat de l'Ouest africain avec Brazza comme commissaire du gouvernement. Un décret du 27 avril 1886 dota le Gabon d'un lieutenant-gouverneur, subordonné au commissaire du gouvernement de l'Ouest africain, tous les deux résidant d'ailleurs à Libreville. Un autre décret du 29 juin 1886 établissait cependant l'autonomie administrative et financière de chacune des deux colonies, Gabon et Congo, et pour éviter tout conflit de pouvoir les territoires furent délimités. Mais la séparation des deux colonies conduisit le commissaire du gouvernement à demander le versement pur et simple au budget local du Gabon-Congo, de la subvention allouée annuellement au seul Gabon qui supportait toutes les dépenses de gouvernement et d'administration, tandis que le Congo en était exonéré bien que les différents services généraux lui prêtassent l'aide nécessaire. Pour remédier à cette situation fâcheuse, on décida, le 11 décembre 1888, la réunion définitive du Gabon et du Congo français. En formant ainsi un groupe homogène, on pensait prendre un égal soin des intérêts des deux colonies et ne plus sacrifier l'une au détriment de l'autre. Cette réunion fut complétée par un décret du 30 avril 1891 au terme duquel les possessions de l'Ouest africain, agrandies par les expéditions de Brazza et Balé sur la Sanga et l'Ubangui, prenaient la dénomination de Congo français. La pénétration en Ubangui-Chari et au Tchad dura jusqu'en 1900 et pendant cette période, l'expansion vers l'intérieur, bien qu'effectuée à peu de frais, devait engendrer pour le budget du Gabon les plus funestes résultats. Sous prétexte de masquer aux puissances étrangères le vrai caractère de nos expéditions coloniales, il fut jugé opportun d'incorporer au budget local du Gabon les dépenses qui en résultaient.
Les revenus particuliers du Gabon furent ainsi absorbés en grande partie par les dépenses occasionnées dans le nord de la colonie par l'occupation d'une région avec laquelle ils n'avaient aucun rapport. Le 31 mai 1900, M. Guinet, délégué du Congo français au Conseil supérieur des colonies, présenta un projet de séparation du Gabon et du Congo. Il paraît indispensable, écrivait-il, de sevrer dès maintenant le Congo des largesses du Gabon, région qui, pour aider à l'éclosion de sa voisine, a dû renoncer jusqu'à présent à entreprendre les travaux nécessaires à son propre développement, souvent même renoncer à engager les dépenses nécessaires à son existence, puisqu'en 1899 une partie du Gabon restait encore inexplorée, alors que ses propres deniers se trouvaient employés à solder en partie les dépenses d'une expédition débarquée à Loango pour aller vers le Nil. Ce sont encore les besoins du Congo qui ont amené la création au Gabon de ces taxes de consommation qui ont provoqué de la part des commerçants de si vives et légitimes protestations. Le délégué du Congo français concluait en demandant 1 degré la suppression du commissariat général. 2 degrés la séparation du Congo et du Gabon, avec 2 gouvernements distincts. 3 degrés la création d'un budget spécial de pénétration pour le cas où la pénétration par le Chari serait poursuivie, et qui semble indispensable pour éviter de retomber dans une confusion préjudiciable. Ainsi, 10 ans avant la création du gouvernement général d'AEF, on demandait déjà la suppression du commissariat général du Congo français. Le Gabon, colonie vieille de plus d'un demi-siècle, acceptait mal de voir son sort lié aux possessions plus récentes. B. Du Congo français à l'Afrique équatoriale française. Au fur et à mesure de la pénétration, des décrets successifs donnèrent officiellement le jour aux nouveaux territoires. Ainsi, celui du 20 octobre 1894 constitua les territoires de l'Oubangui en gouvernement spécial et les plaça sous la direction d'un commissaire du gouvernement dans l'Oubangui. Le décret du 28 décembre 1897 réorganisa le Congo français, après le départ de Brazza. Le nouveau commissaire général avait sous ses ordres 2 lieutenants-gouverneurs, l'un pour le Congo français, l'autre pour l'Oubangui. Puis le poste de lieutenant-gouverneur ainsi que le budget particulier de l'Oubangui, chapitre spécial du budget du Congo alimenté par une subvention de la métropole, furent supprimés par le décret du 5 septembre 1900 qui organisa par contre le territoire militaire des pays et protectorats du Tchad, placé sous la direction d'un commissaire du gouvernement relevant du commissaire général mais ayant à sa disposition un budget autonome. Le territoire militaire du Tchad fut supprimé à son tour par un décret du 5 juillet 1902 et devint une circonscription placée sous les ordres d'un administrateur en chef qui disposait d'un budget spécial. Ainsi le Congo français définitivement constitué était dirigé de Libreville par un commissaire général assisté d'un lieutenant-gouverneur résidant à Brazzaville et d'un administrateur en chef qui, disposant d'un budget spécial soumis à l'approbation du commissaire général, administrait les régions tchadiennes. Ce décret de 1902 marque donc l'aboutissement d'une période nettement centralisatrice qui vit successivement le Gabon, l'Oubangui et le Tchad perdre leur individualité et venir constituer, sous une direction unique, le Congo français. Ces mesures centralisatrices s'expliquaient assez bien par la nécessité d'intégrer sans tarder, à l'ensemble, des régions lointaines et nouvellement pénétrées à travers lesquelles une administration civile ne prenait que lentement place et où la seule autorité était encore militaire. Lorsque la période de conquête fut close, il devint nécessaire d'adapter aux besoins du pays une organisation politique et administrative plus décentralisée. Mais les efforts tentés en vue d'établir cette organisation sur des bases rationnelles se heurtaient à un triple obstacle. L'immense étendue de ses possessions, la difficulté des communications, le morcellement et l'extrême faiblesse de l'autorité indigène. Il ne fallait ni unifier et centraliser au chef-lieu l'administration tout entière de ces vastes territoires, ni constituer, loin de la côte et de l'autorité métropolitaine, des pouvoirs régionaux plus ou moins indépendants et dont on pouvait redouter l'isolement, l'imprudence ou la timidité. Il ne convenait surtout pas de sacrifier l'organisation générale de ces possessions à des principes trop absolus de centralisation ou de décentralisation.
Il fallait que les pouvoirs locaux soient toujours assez forts pour faire face, selon les circonstances, aux nécessités immédiates. Il était non moins indispensable qu'une autorité supérieure, émanation du pouvoir central, puisse toujours faire prévaloir sur l'ensemble les vues directrices du gouvernement. Il importait enfin qu'entre des territoires dont la valeur était inégale, un lien financier régularise les ressources des uns et des autres. Telles étaient les idées qui inspirèrent la rédaction des décrets des 29 décembre 1903 et 11 février 1906, qui organisèrent le Commissariat général des possessions du Congo français et dépendance. Le décret du 15 janvier 1910 faisant prévaloir plus résolument encore les mêmes principes, en réalisant plus pratiquement qu'il n'était possible dans le passé l'union des divers territoires, groupés sous la haute autorité du gouverneur général, crée le gouvernement général de l'Afrique équatoriale française constitué par le groupement des colonies du Gabon, du Moyen-Congo et de Ubangui-Chari-Tchad, y compris le territoire militaire du Tchad, actuellement réuni sous le nom de Possession du Congo français et dépendance. Ce décret organise d'une manière extrêmement forte les pouvoirs du gouverneur général. Il est dépositaire des pouvoirs de la République dans les colonies du groupe. Tous les services civils et militaires sont placés sous sa haute direction. Il correspond seul avec le gouvernement. Il répartit, suivant les besoins du service, dans les colonies du groupe, tout le personnel civil à l'exception de celui de la justice et de la trésorerie. Cependant, les colonies composant le groupe ont chacune leur autonomie administrative et financière, et sont administrées par des lieutenants-gouverneurs. Le décret du 30 décembre 1912 accordera d'ailleurs la personnalité civile, respectivement au gouvernement général et aux colonies. Les dépenses d'intérêt commun, à l'AEF, sont inscrites à un budget général qui, outre ses recettes et dépenses propres, peut également recevoir des contributions des budgets des diverses colonies ou leur attribuer des subventions. Les budgets locaux des colonies sont alimentés par les recettes perçues sur les territoires de ces colonies, à l'exception de celles attribuées au budget général. Toutes les dépenses de pure administration devaient être supportées par le budget local de la colonie dans laquelle elles s'effectuent. Dans chaque colonie, un conseil d'administration, nommé, assiste le lieutenant-gouverneur alors qu'au niveau du groupe, c'est un conseil de gouvernement dont font partie les lieutenants-gouverneurs qui assistent le gouverneur général. Ainsi, la charte de 1910 dota l'AEF d'une organisation administrative de type fédéral qui, si l'on accepte une interruption de 3 ans, devait durer jusqu'en 1959, date de la disparition du groupe de territoire. C'est la colonie unitaire, 1934 à 1937. Cette interruption de 1934 à 1937, pour être de courte durée, n'en est pas moins importante et mérite une étude attentive. La crise économique mondiale des années 1930 et suivantes avait provoqué la chute verticale des prix avec comme répercussion une diminution importante des recettes et un appauvrissement progressif des budgets. Adapter les dépenses administratives aux possibilités financières de chaque colonie s'était imposé au gouvernement comme une nécessité. De plus, les conséquences de la crise mirent en lumière les défauts de l'organisation administrative empruntée à l'AOF et à l'Indochine. Il apparut au gouvernement que dans cette AEF à l'étendue considérable, mais à la population des plus clairsemés, c'était moins la superficie qui importait que la densité du peuplement. Avec la charte de 1910, le goût de l'uniformité dans l'organisation avait prévalu sur le souci de l'adaptation aux contingences, et l'armature administrative imposée à la colonie équatoriale comme à une possession riche en hommes et en productions diverses, s'était avérée comme beaucoup trop lourde et disproportionnée à ses besoins. En 1932, l'AEF entretenait encore un gouverneur général et 5 gouverneurs des colonies. Cette pléthore dans le haut commandement entraînait non seulement la constitution d'états-majors dispendieux, mais encore la multiplication des services et l'immobilisation au chef-lieu de fonctionnaires plus utiles dans les circonscriptions. Le décret du 30 juin 1934 eut pour but de remédier à cette situation. Dans le rapport qui le précède, on peut lire que l'AEF étant une colonie de 3 millions d'habitants, ses besoins en matière d'administration générale ne dépassent pas ceux d'une colonie ordinaire. Si l'on considère ses ressources propres,
Son budget général et ses 4 budgets n'offrent qu'un volume global à peine supérieur au seul budget local du Sénégal ou de la Martinique, et inférieur à celui de la Cochinchine ou du Tonkin. Seul par conséquent le fait qu'elle s'étend sur 3 millions de kms2 pourrait empêcher la constitution d'un gouvernement unique. Et effectivement, en 1910, les énormes distances à couvrir rendaient difficilement concevable une centralisation à Brazzaville des affaires concernant toute la fédération. Mais la construction du Congo-Océan d'une part, l'ouverture de bonnes routes nord-sud d'autre part ont abrégé les étapes. Le développement sans cesse étendu des réseaux postal et télégraphiques autorise aujourd'hui aisément la transmission à grande distance des instructions et des comptes rendus. Dans ces conditions, la division de l'AEF en 4 unités administratives autonomes ne conserve plus aucune justification. Le gouvernement général doit former un tout cohérent où l'autorité d'un chef unique s'exerce seule. Toutefois, pour tenir compte de l'étendue de la colonie et de ses situations géographiques, il a paru utile que le gouverneur général ait à Bangui un délégué, du rang de gouverneur, auquel il pouvait donner, dans la mesure où il le jugeait opportun, délégation de ses pouvoirs en ce qui concerne le territoire de l'Oubangui-Chari-Tchad. D'autre part, la région tchadienne, en raison de son éloignement, fut placée sous l'autorité directe d'un commandant de région relevant du gouverneur délégué de Bangui. Toutes les dépenses de l'AEF, excepté celles incombant aux budgets annexes, étaient inscrites à un seul budget arrêté en conseil d'administration et non plus en conseil de gouvernement. Ainsi l'AEF ne constituait plus une fédération de colonies, mais une colonie unique n'ayant qu'un chef et qu'un budget, et ne comportant de subdivision territoriale que pour la commodité de son administration. Sous le régime du décret de 1910, chaque colonie était divisée en circonscriptions, elles-mêmes partagées en subdivisions. La réforme centralisatrice de 1934 créa, par l'arrêté du gouverneur général du 25 novembre 1934, une unité administrative nouvelle, le département qui constituait la circonscription administrative de droit commun, l'AEF fut divisé en 20 départements directement reliés au gouvernement général, tirant leur nom de caractéristiques géographiques et réunissant dans les mêmes frontières des populations liées par des affinités ethniques et économiques. C'étaient les départements de l'Estuaire, du Wollentem, de l'Ogooué-Maritime, de l'Ogooué-Aivindo, de la Ngouigné-Nyanga, de Kwilu, du Nyari-Ogooué, du Poul, de l'Ubangi-Alima, de la Sanga, de la Haute-Sanglia-Mpoko, de l'Ubangi-Waka, du Mbomu, du Chari-Bangboran, de l'Ouampandé, du Logon, du Bagirmi-Chari, du Kanembata, de l'Oued-Daï-Salamat, du Borkou-Enedi-Tibesti. Ces départements furent eux-mêmes groupés en régions correspondant aux anciennes colonies, mais avec cette différence capitale que, loin d'avoir une personnalité propre, ces régions étaient dirigées par de hauts fonctionnaires n'agissant plus qu'en vertu d'une délégation des pouvoirs du gouverneur général désormais seul responsable. Le département était lui-même partagé en subdivisions, où un administrateur, sous la responsabilité du chef dit département, veillait à l'application des règlements et au maintien de l'ordre. Ainsi l'ancienne division administrative gouvernement général colonie, circonscription, subdivision faisait place à la nouvelle organisation gouvernement général département, subdivision, la région ne constituant qu'une circonscription de contrôle et de coordination. Cela revenait à réduire d'un palier la cascade des autorités administratives. Dans son discours à la séance d'ouverture du conseil d'administration de l'AEF, en décembre 1934, le gouverneur général Renard, parlant de la mise en œuvre de la réforme, déclarait « Il y aura désormais un programme de développement économique et social propre à chaque département dont le particularisme et les besoins pourront être plus sérieusement déterminés et servis. Peut-être parviendrons-nous ainsi à maintenir dans leur propre habitat nos populations, dont les jeunes éléments viennent sans profit encombrer nos centres urbains. Tous les chefs-lieux sauf 4 sont déjà reliés à Brazzaville par la télégraphie ou la TSF, et j'ai l'intention de faire progressivement aménager dans chacun des chefs-lieux des terrains d'atterrissage où pourra se poser l'avion trimoteur attendu à la fin de ce mois. Il est dans mes intentions d'utiliser fréquemment comme moyen de transport l'avion qui me donnera la possibilité de me rendre fréquemment dans les départements, d'y prendre contact avec la population, et à la lumière des constatations faites sur place, d'adapter constamment mon action aux exigences de la réalité.
La départementalisation de l'AEF constituait certainement un effort louable pour atténuer le caractère conventionnel des limites administratives de cet immense pays, où la présence de l'homme étant caractérisée par sa rareté et sa discontinuité, il convenait de rechercher un appareil administratif cernant le plus près possible ces îlots de population, qui constituaient les moyens et la fin de l'action coloniale. Par ailleurs, l'unité de direction a certainement permis d'imprimer une impulsion plus vive à tous les services des chefs-lieux. À l'expérience cependant, il a été reconnu que la réforme de 1934, en ce qui concerne la fixation du nombre des départements, avait été un peu radicale. La colonie avait été partagée en 20 unités administratives, ce qui, pour une superficie totale de 2 500 000 km², représentait pour chacune d'elles 125 000 km², soit l'étendue de 18 départements français. Dans ces conditions, l'autorité administrative avait beaucoup de mal à garder le contact avec l'élément indigène. C'est pourquoi les arrêtés des 29 avril et 24 juillet 1936 créèrent 14 unités nouvelles, 11 départements, 2 subdivisions autonomes et la commune de Brazzaville séparée du département du Poul avec lequel elle avait fait corps jusqu'ici. Le problème à résoudre devenait le suivant. Était-il préférable d'avoir peu de départements mais de nombreuses subdivisions dans la limite de chacun d'eux ou des départements nombreux ne recouvrant que peu de subdivisions? En AOF, le cercle réunissait 2 ou 3 subdivisions quand il n'était pas du type. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.